Sur 5 723 écoles fermées en 2023 du fait de l'insécurité, plus de 400 ont rouvert leurs portes en 2024. L'engagement des acteurs de l'éducation semble porter des fruits, mais des efforts restent encore à fournir pour permettre aux plus de 800 000 élèves affectés par la situation sécuritaire de retrouver le chemin de l'école. Et puis, pour un système éducatif résilient, les enseignantes de l'Afrique de l'Ouest veulent apporter leur contribution. À la faveur de leur deuxième forum qui s'ouvre le 25 août prochain, ces éducatrices vont réfléchir et partager leurs expériences en vue d'offrir une éducation de qualité aux élèves malgré le contexte sécuritaire difficile. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Il est l'un des secteurs qui paie le prix fort de l'insécurité au Burkina Faso. Le secteur de l'éducation enregistré en 2023 plus de 5 500 écoles fermées. Mais depuis mai 2024, ce chiffre est en baisse. On parle exactement de 5 313 écoles fermées selon le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Un secrétariat qui salue la résilience des acteurs du secteur, mais des efforts restent encore à fournir car plus de 800 000 élèves sont encore affectés par l'insécurité. Abdou Razak Traoré. À quelques semaines de la rentrée des classes, la situation humanitaire dans le domaine de l'éducation reste préoccupante au Burkina Faso en dépit des efforts fournis par les acteurs. Selon le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, le contexte se matérialise par les attaques contre les structures éducatives, le déplacement des populations dans des zones de repli, tout cela pour conséquence la surcharge des classes pouvant atteindre 130 élèves par salle. L'abandon scolaire, le manque de tuteurs pour certains élèves PDI qui se trouvent être chefs de ménage contribuent à enfoncer la situation. Au total, plus de 800 000 élèves sont affectés, soit plus de 5 723 structures fermées en octobre 2023. Mais grâce aux efforts conjugués, un important nombre de structures rouvrent leurs portes, soit une baisse de 410 structures fermées. À la date de mai 2024, ce sont 5 313 structures qui restent fermées au Burkina Faso. Le STSU salue la prouesse des acteurs. Féliciter les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et toutes les initiatives gouvernementales qui travaillent à trouver un meilleur sort à ces enfants-là dans le cadre de la continuité éducative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ces efforts consentis de part et d'autre, nous avons aujourd'hui un nombre record de réouverture d'abord d'écoles qui permet, n'est-ce pas, de réinstaller ces enfants dans leur circuit normal. Et nous avons aussi et surtout la possibilité d'agrandir l'offre éducative dans les zones de repli. Dans ces zones de repli, c'est une approche qui est expérimentée avec la ferme volonté d'intégrer tous ces élèves dans le circuit scolaire. Les zones de repli, c'est quoi? C'est les zones où les parents ont été obligés d'aller chercher sécurité. Et donc, dans ces espaces, nous avons trouvé du matériel et des infrastructures à même d'absorber ces élèves en déplacement. Donc, à l'heure où je puis vous parler, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore hors du système. Ils ne sont peut-être pas chez eux, mais ils ont été récupérés par le système. Et donc, des 818 490 affectés, on peut dire qu'on a très peu qui sont vraiment hors du système en tant que tel. Ces chiffres représentent un taux d'absorption de près de 98%. Dans les zones de repli, plusieurs dotations en équipement et autres kits nécessaires à l'apprentissage sont réalisées afin de rattraper les retards et de désengorger les effectifs, selon Paulin Zombré et ses équipes. Dans les zones de repli, là où les enfants se sont déplacés et ils sont allés, il y avait le risque de surpopulation scolaire. Ça veut dire qu'il y avait trop d'élèves dans les classes. Personnellement, je suis allé à Pau et dans les écoles de Pau, centre A, B, C, il n'y avait pas une seule classe de moins de 100 élèves. Je suis allé à Kaya où j'ai trouvé une enseignante avec 220 élèves à elle seule. C'était vraiment difficile. Donc à ce niveau, il fallait désengorger ces écoles-là pour que les enseignants puissent travailler. Et ça a été fait grâce aux partenaires techniques et financiers, grâce aux efforts de l'État. On a pu construire des classes semi-finies, comme aussi des espaces. On a monté des espaces temporaires d'apprentissage pour désengorger ces classes-là.
Il y a bien sûr la série de formations en appui psychosocial et en safe school pour remonter le moral des enseignants, des élèves et des parents d'élèves qui ont été touchés. Il y a également ces nombreuses localités où les populations n'ont pas quitté leur zone, mais elles restent difficilement accessibles. Là également, des mesures sont prises. Et généralement, c'est les enseignants qui étaient partis. Alors, avec les efforts de reconquête et de sécurisation de ces zones, les enfants et les enseignants ont été invités et instruits par monsieur le ministre de repartir, apporter, n'est-ce pas, assistance et remplir leurs devoirs auprès de ces enfants-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui se sont vues réouvertes sur leur site initial parce que les parents n'étaient pas partis. Et actuellement, grâce à la confiance et des zones désenclavées aujourd'hui, on a la possibilité de voir ces enfants retrouver leurs enseignants. L'enseignement à distance est également expérimenté dans ces zones dites de choc. Personnellement, je suis de la province de Koulpé-Loro et il faut dire que la route nationale numéro 17 était pratiquement impraticable. Aujourd'hui, c'est réouvert et les enseignants, ils retournent. Voilà, il en va de même sur certaines échelles du pays. Donc dans ces zones, il y a ça. Il y a aussi la possibilité de pallier l'absence des enseignants par l'éducation à distance. Et la radio a été utilisée et d'autres supports ont été utilisés pour que les enfants continuent d'être enseignés à travers les clubs d'écoute et la scolarisation accélérée par les passerelles et la formation aux petits métiers dans l'éducation non formelle pour assurer la continuité éducative. Tous ces efforts ont permis de faire fonctionner effectivement 1382 établissements scolaires ouverts avec plus de 260 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école dans les zones reconquises, indique le secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence. Pour la rentrée prochaine, des centaines d'écoles prévoient également leur reprise et de services. Et pour un système éducatif résilient, le réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest entend apporter sa contribution à travers des propositions d'idées. Ces pistes de solutions seront tracées par les éducatrices de l'Afrique de l'Ouest lors de leur deuxième forum qui se tiendra du 25 au 31 août prochain autour de la thématique centrale « Résilience du système éducatif avec le REAO, réussir au-delà de la terreur ». Le comité d'organisation était hier face à la presse pour annoncer les couleurs de l'acte 2 du Forum des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest. Benjamin Kwame nous en dit plus. Les enseignantes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont choisi le Burkina Faso pour leur deuxième forum qui démarre du 25 au 30 août 2024. Les couleurs de cette rencontre de femmes éducatrices sont annoncées ici à cette conférence de presse pilotée par l'Amicale des éducatrices du Burkina. Cette rencontre est importante pour ces femmes et mères qui accompagnent des milliers d'apprenants à travers l'Afrique, parfois dans la terreur, au prix de la passion et même de leur vie. Ce sera l'occasion pour elles d'échanger, enrichir les connaissances et compétences professionnelles du réseau afin d'amener l'enseignante à être toujours résiliente face à toutes sortes de menaces. La terreur ici va au-delà du terrorisme lorsque nous évoquons ce terme. Pour l'enseignante ici, ce que nous voyons comme terreur, c'est vrai, il y a le terrorisme, il y a les conflits intercommunautaires, il y a les conflits dans nos sociétés, il y a même l'enseignante en tant que telle. Il y a les viols, il y a les abus, il y a les violences. Tout ça, ce sont des formes de terreur que l'enseignante en tant que telle, lorsqu'elle fait face, elle doit être résiliente, elle ne doit pas baisser les bras, elle doit s'armer de courage et faire face pour avancer. C'est cette forme de résilience qu'a adopté le Burkina Faso qui vit une crise sécuritaire sans précédent. Fort de ce constat, Yolande Ouattara a convaincu ses pairs de l'Afrique de l'Ouest que le Burkina Faso vit encore et que le pays est prêt à accueillir ce genre de forum. Partager donc les expériences entre membres du réseau peuvent être bénéfiques pour tous les participants. Nous, c'était une manière aussi de vendre l'image de notre pays dans la sous-région. Avant même qu'on abrite le forum, il y a des gens qui nous ont demandé comment nous avons fait pour arriver à Lomé. Parce qu'elles auraient appris que chez nous, au Burkina Faso, on tue les gens, il fait chaud, on ne peut pas sortir, on donne une certaine heure où tout le monde sort. Ce qui se dit au dehors n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Avec les autres pays, il faut qu'on échange avec eux. Nul ne sait ce qui vient demain.
Aujourd'hui, c'est nous qui sommes concernés. Nul ne sait si demain, ils seront concernés. Voilà, déjà, c'est qu'on puisse partager les expériences. Durant ces près d'une semaine, plusieurs activités vont meubler ce cadre de réflexion. Le réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest a choisi comme thème de ce forum « Résilience du système éducatif » avec le REAO, réussir au-delà de la terreur. Cette information qui vient de nous parvenir pour poursuivre, la brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso a mis la main sur des présumés auteurs de 2 cas d'assassinat suivis de décapitation et de mutilation dans les localités de Logofurso et de Nassau. L'information a été donnée ce matin par le commandement de la 2e Légion de gendarmerie au sein de la brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. On écoute l'adjudant-chef Djibrou Louzina qui revient sur le procédé des présumés coupables. Expliquant son forfait, il dit avoir rencontré la jeune fille dans un kiosque le 31 juillet vers 12 h. Il l'a invitée à le suivre jusqu'à la case au fétiche où il l'a étranglée avant de la décapiter à l'aide d'un couteau. Par la suite, il a éventré la victime pour enlever les intestins et ensuite mettre sa main dans la cage thoracique pour arracher le cœur. Et enfin, il découpera les parties génitales, sexe et sein. Des informations recueillies de sources dignes de foi ont permis l'interpellation et l'arrestation du sieur BI à son domicile le 7 août 2024. Poursuivant les investigations, 2 autres suspects ont été arrêtés, à savoir les sieurs SAS et SZR, respectivement le 7 et le 9 août 2024. De leurs récits contradictoires, face aux indices graves et concordants, de nature à motiver leur inculpation dans ce crime crapuleux, le sieur BI passera aux aveux en décrivant avec précision la commission du crime. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. Mais en attendant, continuons ce journal avec cette question: comment mieux gérer les déchets des mini-réseaux solaires photovoltaïques? La question est au cœur d'un atelier de formation qui a réuni des opérateurs locaux de mini-réseaux et des partenaires dans la région, dans la cité du Cavalier Rouge. Objectif: échanger et partager leurs expériences en vue d'inverser la tendance de production de déchets chaque année par les panneaux solaires estimés à plus de 13 000 tonnes selon une étude du ministère en charge de l'énergie sur la gestion écologique et rationnelle des panneaux solaires usés. Amadou Diko pour plus de précisions. Au Burkina Faso, les panneaux solaires produisent en moyenne plus de 13 600 tonnes de déchets chaque année. C'est ce que révèle une étude sur la gestion écologique et rationnelle des panneaux solaires usés réalisée par le ministère en charge de l'énergie. La problématique inquiète le gouvernement et pour inverser la tendance, des opérateurs locaux de mini-réseaux et des acteurs institutionnels sont mis à contribution. Réunis à Koudougou dans le centre-ouest, ces acteurs clés de l'énergie bénéficient d'un renforcement de capacité sur les procédures standardisées de gestion des déchets des mini-réseaux solaires photovoltaïques. L'objectif étant de leur permettre de jouer leur partition pour une gestion rationnelle des déchets émanant des mini-centrales solaires photovoltaïques. Un système solaire a une durée de vie. Quand on parle des différents composants, par exemple, les panneaux solaires ont une durée de vie qui part de 10 à 15 ans et les batteries de 5 à 10 ans. Voilà. Donc, étant donné que ce sont des équipements qui ont une durée de vie connue, il va falloir qu'on commence à réfléchir dès à présent comment on pourra utiliser, recycler ces équipements-là pour pouvoir les utiliser pour ne pas endommager l'environnement. La gestion rationnelle des déchets provenant des équipements solaires usés passe aussi par leur valorisation. Selon les experts, ces déchets recyclés pourraient contribuer à la préservation de l'environnement, à la protection de la santé et aussi à l'alimentation de l'industrie nationale. Il y a du verre dans les panneaux solaires, il y a du cuivre, il y a du silicium, il y a des métaux très précieux qu'on peut utiliser et puis voilà, développer une activité et puis donner de l'emploi à nos populations. Et surtout, sauver l'environnement, ne pas jeter ces équipements-là dans la nature.
Plus d'une trentaine d'acteurs de l'énergie prennent part à cet atelier de formation sur les procédures standardisées de gestion des déchets mini-réseaux solaires photovoltaïques. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet national Africa Mining Grid Programme. Dans la page santé, le besoin du liquide rouge se fait de plus en plus sentir dans les centres de santé, surtout en cette période palustre. En vue donc de renflouer les banques de sang du Centre national de transfusion sanguine, le Lions Club 403A3, région 13, mobilise ses membres pour relever le défi de collecter 200 poches de sang en 2 mois pour sauver bien entendu des vies. Thomas Koukayaou, Rachid Zerbo et Majid Bakwa. Récolter plus de 200 poches de sang en 2 mois pour le Centre national de transfusion sanguine, c'est l'objectif visé par le Lions Club 403A3 région 13. Et ce à travers le lancement de ce don de sang ici, au Centre régional de transfusion sanguine des Hauts-Bassins. Cette opération répond à la nécessité de sauver des vies, surtout en cette période des pluies selon les initiateurs. Tout ce que nous faisons, le don de sang aussi est inclus dedans. Donc nous tenons compte de la santé de nous-mêmes et aussi bien d'autres personnes parce que notre objectif, c'est ce que nous disons, c'est faire du bien. C'est une très belle initiative, surtout donc elle vient généralement donc à une période où la demande est vraiment donc forte. Ça contribue donc à améliorer la prise en charge donc des patients au sein donc des formations sanitaires. Ce don de sang est couplé à une opération de reboisement. Dans ce champ de l'orphelinat Bassitara, 6 à Samandeni dans les Hauts-Bassins, 400 plants composés de manguiers de qualité ont été mis en terre. À travers ce bosquet, le Lions Club 403A3 région 13 veut permettre aux pensionnaires de bénéficier des avantages de ces plants. L'environnement fait partie de notre cheval de bataille au niveau du Lions Club international où nous avons 8 causes majeures. Donc cette année, nous en avons fait notre cheval de bataille au niveau de la région 13 pour juste le lancement des activités. C'est des plantes fruitières que l'orphelinat attendait beaucoup, de faire une ferme au sein de l'orphelinat parce que nous cherchons l'autonomie financière de l'orphelinat. Je pense que ce bosquet qui a eu lieu aujourd'hui va aider pour nous aider à s'autofinancer. Ces actes citoyens s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des activités du mandat 2024-2025 du Lions Club District 403A3 Région 13. L'idée, c'est de mobiliser nos amis Lyon et Léo afin qu'ils puissent donner un peu de leur sang assez précieux pour sauver des vies, non seulement à l'endroit des femmes enceintes, des enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est la période des palus. Donc, les hôpitaux ont forcément besoin, les médecins ont forcément besoin du sang. Au-delà de planter des arbres, ici, nous avons donné de l'espoir. De l'espoir aux orphelins de l'orphelinat Bassitera en plantant ces arbres. Je demande à la population de Samandeni et tous ceux qui ont participé à la mise en terre de ces arbres de prendre soin pour que les enfants puissent bénéficier des fruits de ces arbres. Visite des installations de l'orphelinat et remise d'attestations sont entre autres les actes qui ont mis fin au lancement de ces activités du Lions Club 403A3 Région 13. On reste à Bobo Dioulasso pour s'intéresser cette fois-ci à l'acte 10 de l'opération Bobo Sanyasira, une opération qui vise à assainir le cadre de vie des populations au quartier Saint-Étienne dans l'arrondissement 4 de la ville. Le dépotoir du quartier a été débarrassé de ses ordures, de quoi limiter la propagation des moustiques, vecteurs du paludisme en cette saison pluvieuse. Oumou Koulsoum Savadougou, Soto Justin Dabiri. Assainir son cadre de vie afin de lutter contre les maladies comme le paludisme et la dengue, la commune de Bobo Dioulasso poursuit la sensibilisation en donnant l'exemple. C'est dans le quartier Saint-Étienne, dans le secteur 16 de l'arrondissement numéro 4 de Bobo Dioulasso, que l'acte 10 de l'opération Bobo Sanyasira s'est déroulé. Quelle que soit la saison de l'année, il n'y a jamais un moment pour assainir. Et donc, quand bien même nous sommes en saison pluvieuse, nous avons jugé bon de nous attaquer à ce point noir, ce tas d'ordures qui est là il y a quand même bien longtemps. Je me souviens être venu ici en 2016, il était déjà là, histoire de travailler à
améliorer le cadre de vie des riverains immédiats et surtout de montrer aussi que par l'implication des uns et des autres, le site peut être préservé et ça va devenir à nouveau une voie. Nous avons demandé au président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4 et à l'ensemble de ses collaborateurs de faire de l'ingénierie sociale avec les riverains qui sont autour du site pour les sensibiliser, les convertir à l'assainissement définitif de ce site et pour ne pas que ce soit à nouveau une décharge. Cette décharge, en plus d'être un insectarium où se développent plusieurs moustiques vecteurs du paludisme, a quasiment bloqué le passage des riverains. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4 promet de prendre des mesures pour éviter que cette voie soit toujours un dépotoir. Nous nous engageons à faire un nivellement de la voie et faire un rechargement de la voie pour que cette voie soit praticable. Et nous osons espérer que 2025, nous aurons l'opportunité de faire des investissements. Pour notre part, nous allons en tout cas poser des lampes solaires sur cette voie pour que ça soit éclairé au profit de nos populations. L'opération Bobo Saniasira est une initiative de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso. Prévue pour se dérouler dans les différents arrondissements de la commune, cette opération de salubrité vise à sensibiliser la population à toujours garder son environnement propre. Le laser round, une discipline qui combine la course à pied et le tir au pistolet. Ses pratiquants, il y en a au Burkina Faso, évoluant donc chez les moins de 20 ans. Barakat Pitroapa et Ali Badra Berté rêvent de médailles pour le Burkina Faso aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Leur prestation lors du championnat national le 11 août dernier sur le terrain de l'ISSDH a suscité une telle ambition. Madizongo Amadou Diko. Le laser run est une discipline qui combine deux épreuves, une course entrecoupée de tirs au pistolet après 600 mètres. Très appréciée dans le milieu scolaire, la Fédération burkinabé organise des séances de détection à travers un concept dénommé Laser Tour City. Laser Tour City, c'est une épreuve qu'on court et puis on tire. Donc, lors des déjà que les élèves, quand on parle de tir à l'intérieur, ça les plaît, ça les amuse. Facilement, on les détecte à ce niveau. Voilà, pour renforcer nos différents clubs qui existent déjà. Voilà, on peut dire que à Bobo, on a 2 clubs. À Réo, on a un seul club. Et il y a Wayugia, il y a Koupela, il y a Tenkodogo, il y a Garango. Et à Ouaray, ici, on a plus de 4 clubs. Je fais ce sport, je crois, depuis que j'ai l'âge de 10 ans. D'abord, j'ai débuté par la natation. Et ensuite, lors d'une démonstration au niveau de l'école nationale de douane, j'ai vu ce sport parce que ma grande soeur le pratiquait et j'étais séduit par l'arme. Donc j'avais cette envie de commencer et tout. Et à mes débuts, j'avoue que c'est difficile. Lors du championnat national organisé le 11 août sur le terrain de l'ISSDH, Barakat Pitroapa et Ali Berté, dans la catégorie junior, ont crevé l'écran par la qualité de leurs prestations. Ils portent d'ailleurs les espoirs de la structure dirigeante sur la scène internationale. Quand on regarde les 2 athlètes, vraiment, ça nous rassure. Et ces 2 athlètes ont de l'avenir pour nous. Et plus précisément, si on regarde Pitroapa, Barakat, lui, il compétissait déjà sur le plan international. Mais Bet Ali, on peut dire que c'est une découverte pour nous cette année. C'est sa première participation, mais les prestations qu'il a eu à faire la dernière fois, vraiment, ça nous rassure. Barakat Pitroapa et Ali Berté nourrissent d'ailleurs les ambitions de représenter dignement leur patrie sur les compétitions continentales et mondiales. Mes projets déjà, c'est pouvoir engranger une médaille d'or au championnat du monde. Bon, d'abord une médaille au championnat du monde pour le Burkina Faso et pourquoi pas l'or et pouvoir bientôt me projeter pour les Jeux olympiques. Par exemple, il y a ceux de Los Angeles en 2028 et il y a ceux de la jeunesse en 2026. Alors je pense que c'est des échéances à préparer et à vraiment mettre, en pratique dès maintenant. C'est de représenter mon pays au championnat du monde ou Jeux olympiques. Inch'Allah 2028. Je dois améliorer les tirs et un peu de me fouler. C'est bon. Président de la Fédération burkinabé de pentathlon moderne, Sylvestre Zaré est le président de la Confédération africaine de la discipline. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.